One Piece récapitulatif numéro 12.5, adieu Baroque Works. Pour commencer ce nouvel épisode spécial de fin de saga, nous allons parler des mini-histoires. Les mini-histoires sont des histoires annexes centrées sur un personnage secondaire dont le but principal est d'expliquer ce qu'a fait un personnage entre deux apparitions. Ces mini-histoires plutôt farfelues sont présentes dans le manga sous forme de pages de couverture et s'étalent donc souvent sur une trentaine de chapitres. Dans l'anime, chaque mini-histoire est condensée en un ou deux épisodes entre deux arcs ou carrément en plein milieu d'une péripétie des Mugiwara. Dans la saga East Blue, nous avions déjà eu la mini-histoire de la bande de Baggy où on a vu le pirate clown tenter d'échapper à différentes créatures avant de rencontrer Alvida. Ils se sont alliés pour atteindre leur but commun, se venger de Luffy. Pour cela, ils ont sauvé l'équipage de Baggy qui allait se faire manger par une tribu aborigène. Cette histoire paraît très anecdotique, mais lorsqu'on la découvre, on comprend que Baggy et Alvida réapparaîtront ensemble, et c'est exactement ce qui s'est passé à l'Octone. Dorénavant, nous allons donc profiter de l'épisode spécial de fin de saga pour revenir sur les mini-histoires de cette même saga. Maintenant que vous avez compris le concept, commençons par la mini-histoire de Koby et Hermep que nous avions rencontrés sur Shellstone. À la fin de cet arc, Koby s'était enrôlé dans la marine tandis que le colonel Morgan était arrêté et son fils Hermep réintégré dans la marine en tant que jeune recrue. Les deux jeunes hommes ont commencé par le bas de l'échelle, puisqu'ils ont passé quelque temps à faire différentes corvées, au grand désarroi de Hermep. Ils ont ensuite reçu leur première affectation, le navire-prison transportant l'ancien colonel Morgan. Ce navire-prison avait pour mission de transférer le prisonnier au vice-amiral Garp, qui est accessoirement le marine le plus gradé introduit jusqu'ici. Mais au moment du transfert, Morgan attaque le vice-amiral Garp, prend son propre fils en otage et prend la fuite à bord d'une chaloupe. Les marines s'apprêtent alors à couler le fugitif à coups de canon, mais Koby, mort de peur pour son ami, s'interpose. Finalement, le vice-amiral se relève et explique qu'il s'était endormi au moment de l'attaque de Morgan. Normal. Pendant ce temps-là, Hermep a fui la chaloupe de son père fugitif et est retourné sur le navire-prison. Après s'être excusé des torts qu'ils ont causés, Koby et Hermep sont finalement recueillis par le vice-amiral Garp qui décide de les entraîner personnellement. La mini-histoire se clôture ainsi sur l'entraînement spartiate des deux jeunes marines. Bien, prenons maintenant un peu de temps pour analyser cette mini-histoire. Tout d'abord, cette mini-histoire est remarquable. Malgré ce format très particulier et sans dialogue, l'auteur Eiichiro Oda nous raconte une histoire prenante, parfois drôle, avec des rebondissements, et en plus elle permet d'introduire un personnage qui aura une grande importance dans la suite de l'histoire, le vice-amiral Garp. Et oui, le grade de vice-amiral est déjà un indice de puissance en soi, puisqu'il se situe 3 grades au-dessus du rang de colonel du déjà redoutable Smoker. Mais on peut également s'attarder sur le traitement que lui a accordé Oda dans cette mini-histoire. Le vice-amiral se fait surtout remarquer par son côté comique. Il s'est endormi au moment du transfert de Morgan. Ce traitement signifie pour moi qu'Oda introduit bien le personnage de Garp, plutôt que le grade de vice-amiral, et en effet, Garp apparaîtra ensuite de nombreuses fois dans la trame principale, tout en gardant son côté comique bien sûr. Mais bref, cette mini-histoire n'a finalement qu'un but, justifier l'entraînement long mais efficace de Koby et Hermep. Et oui, certes le premier ami de Luffy a intégré la marine, mais il est très faible et a besoin de progresser très vite pour avoir sa place dans la suite des aventures des Mugiwara. Et pour justifier ça, quoi de mieux qu'être entraîné par un vice-amiral, qui s'avérera d'ailleurs être encore plus puissant que le laisse penser son grade. En plus, dans l'arc Shellstone, le manque de courage de Koby est plusieurs fois pointé du doigt, et cette mini-histoire nous montre qu'il progresse dans cette voie, puisqu'il s'interpose devant les marines pour protéger son ami. Bref, laissons Koby et Hermep à leur long et laborieux entraînement, et attaquons la deuxième et déjà dernière mini-histoire de cette saga, qui concerne Django, l'hypnotiseur de l'arc du village Sirop. Les galères de Django commencent lorsque l'équipage du Chat Noir l'oublie en repartant du village Sirop. Finalement, il réussit à partir de l'archipel grâce à une chaloupe pour se laisser dériver en mer, où il croise d'ailleurs sans s'en apercevoir le fugitif et ex-colonel Morgan. Il accoste finalement à Mirror Ball Island, une ville moderne mais contrôlée par la marine. Lorsqu'il comprend qu'il est recherché, il décide de changer de look pour passer incognito, puis se lie avec un inconnu nommé Full Body qui se révèle être un lieutenant de la marine en civil. Finalement, des pirates attaquent la ville et mettent rapidement les marines en déroute. Django, qui avait d'abord cherché à s'échapper, décide d'aider son nouvel ami et ensemble ils parviennent à arrêter les pirates. L'hypnotiseur est ensuite arrêté, puis jugé pour ses crimes de pirate, mais est finalement acquitté, tandis que son nouvel ami est rétrogradé. Au moment de leurs adieux, ils croisent la sublime colonel Ina, dont c'est la première apparition, et, sous le charme, ils décident tous deux d'entrer sous son commandement en tant que jeunes recrues. Cette mini-histoire, dont la finalité est la même que la précédente, a une portée bien plus courte, puisque Django, Full Body et leur colonel Ina réapparaîtront quelques chapitres seulement après leur mini-histoire, lors du dénouement d'Alabastar. Et oui, je n'avais pas pris la peine de les intégrer au récapitulatif, mais Django et son ami Full Body étaient bien présents aux côtés d'Ina lorsque les Mugiwara ont fui Alabasta grâce à Mr. Two. Quoi qu'il en soit, ces personnages étant peu importants, nous n'allons pas nous attarder davantage sur cette mini-histoire, mais sachez simplement qu'ils referont quelques apparitions assez anecdotiques. Bien, il est maintenant temps d'analyser la saga Baroque Works dans son ensemble. Tout d'abord, en tant que première saga de Grand Line, on voit qu'Oda s'est appliqué à mettre en avant les particularités de la route de tous les périls. Chaque élément qui lui est propre est le sujet d'une péripétie et d'une discussion des Mugiwara, et nous permet ainsi d'intégrer parfaitement ces éléments. C'est le cas avec les limites de Grand Line que sont les Calm Belt et Reverse Mountain, qui donnent chacun lieu à une scène mythique,
mais aussi avec les phénomènes météorologiques comme les gigantesques et imprévisibles cyclones, ou encore les climats atypiques des îles, avec successivement une île préhistorique tropicale et volcanique, une île complètement enneigée, puis une île désertique où il n'a pas plu depuis 3 ans. Mais Grand Line, c'est aussi et surtout une mer remplie de pirates. Tandis qu'à East Blue, seuls quelques pirates venaient perturber la quiétude des villageois, on comprend avec Baroque Works que Grand Line c'est vraiment la cour des grands, puisque de grandes organisations de pirates cherchent carrément à prendre le pouvoir et renverser des royaumes, voire le gouvernement mondial. Cette ambition et influence démesurée des pirates de Grand Line se traduit dans les faits par des combattants bien plus puissants. Le nombre de possesseurs de fruits du démon n'a plus rien à voir avec East Blue, et le colonel Smoker, qui pouvait être considéré comme l'homme le plus fort d'East Blue, est complètement dépassé par Crocodile. Les primes ont également explosé, puisqu'on passe de 20 millions de berries pour Arlong, le pirate le plus recherché d'East Blue, à 79 millions de berries pour une fugitive de 8 ans. Cet écart vient bien sûr de la différence d'enjeu. On passe d'un pirate qui tyrannise un archipel de quelques centaines d'habitants à un antagoniste qui veut acquérir des armes pouvant annihiler des îles abritant plusieurs millions de vies. Vous l'avez remarqué, cette saga ouvre de nouvelles intrigues qui ne font que débuter, à commencer par Ace, Barbe Noire et Barbe Blanche. Nous avons en effet découvert le frère spirituel de Luffy, et il est évident que ce personnage sera une des têtes d'affiche de Grand Line dont nous entendrons parler en parallèle des aventures de Mugiwara. Et forcément, ce sera également le cas pour son capitaine Barbe Blanche ainsi que Barbe Noire, son ancien camarade qu'il poursuit. Ensuite, nous avons eu l'évocation du siècle oublié et des armes antiques. 2 intrigues vraisemblablement liées entre elles et qui nous révéleront lentement l'histoire du monde de One Piece. Et maintenant qu'une archéologue a intégré l'équipage des Mugiwara, il paraît évident que nous reviendrons régulièrement sur ces intrigues. Enfin, les Mugiwara attirent de plus en plus l'attention sur eux, comme on a pu le voir avec l'augmentation spectaculaire de la prime de Luffy et le premier avis de recherche de Zoro. On peut logiquement s'attendre à ce que ces primes augmentent au fur et à mesure de leur coup d'éclat, mais aussi et bien sûr que chaque membre des Mugiwara ait bientôt un avis de recherche à son nom. Naturellement, ils seront donc encore poursuivis par la marine avec le colonel Smoker en première ligne, mais aussi probablement par d'autres gradés au moins aussi forts que lui, puisqu'on a vu avec le colonel Ina que la marine n'hésiterait pas à déployer de puissants justiciers pour épauler l'homme fumé. En tout cas, on peut maintenant dire adieu à Baroque Works et mettre le cap sur la suite de Grand Line pour découvrir la prochaine saga, les îles Célestes. N'hésite pas à donner ton propre avis sur Baroque Works en commentaire, mais comme d'habitude, si tu connais déjà la suite de l'histoire, ne la spoile pas aux autres viewers.